Bien, mes chers collègues, nous allons débuter cette audition. Donc cette audition dans le cadre du PLFSS. Juste pour commencer avant, j'en profite tout de suite. Je voulais indiquer, si vous voulez bien m'écouter les uns les autres, que je vous avais évoqué hier la mission de contrôle concernant l'application de la loi du 11 février 2005, donc concernant le volet handicap. Et donc, j'avais évoqué le fait qu'on pouvait revoir aujourd'hui la désignation des rapporteurs, qui va être chose faite. Donc, je vous propose de désigner Marie-Pierre Richer, Chantal de Seine et Corinne Ferré pour la réalisation de cette mission de contrôle. Voilà, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est parfait, merci pour eux. Bien, Monsieur Fatoum, nous allons aborder très vite, je vais limiter mon introduction parce qu'on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Donc nous attendons beaucoup, comme tous les ans, cette audition, cette rencontre avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est un propos liminaire sur les points essentiels de ce PLFSS. Voilà, nous savons dans quelles conditions il a été élaboré. Et puis très vite, on donnera la parole à nos deux rapporteurs, Elisabeth Donneau et Corinne Imbert, et ensuite on ouvrira le débat pour pouvoir échanger, dialogue. Voilà. Vous connaissez l'exercice, c'est à vous. Pardon. Merci beaucoup de me donner la parole. Je vais être rapide dans ce propos liminaire. Vous connaissez la situation financière de l'assurance maladie qui, évidemment, est difficile puisque 2024, nous voyons remonter le déficit qui était sorti des limbes, entre guillemets, du Covid en 2023, avec finalement une situation qui traduit l'ampleur des impacts des deux chocs successifs qui ont percuté notre système de santé, le Covid et puis l'inflation. Partager avec vous que, alors même que ce PLFSS porte un certain nombre de mesures difficiles en matière d'économie et aussi d'apport de recettes supplémentaires pour l'assurance maladie, la réduction du déficit en 2024-25 serait au rendez-vous, mais c'est vrai d'une portée limitée et avec des perspectives pluriannuelles qui restent assez notoirement dégradé et qui évidemment justifie la pleine mobilisation de l'assurance maladie sur, on y reviendra je pense, la bonne utilisation des ressources de l'assurance maladie et des actions renforcées sur la qualité, la pertinence, le contrôle, la lutte contre la fraude, au-delà d'actions structurelles en matière de prévention et d'organisation du système de santé. Un petit mot, Monsieur le Président, si vous me le permettez, sur, je dirais, le cadre financier de ce PLFSS et notamment l'ONDAM 2024, puisque l'occasion pour moi de rappeler que nous avons identifié cet été une dynamique de dépenses qui était plus importante qu'anticipée dans la construction et avec des risques de dépassement qui ont été partagés d'ailleurs par le comité d'alerte dès la fin du mois de juillet. Partager avec vous que nous avons engagé un certain nombre d'actions. On pourra bien sûr y revenir, notamment sur les arrêts de travail, également tenu bon sur des négociations difficiles avec le secteur de la biologie médicale, également renforcer nos actions sur les transports pour ne pas rester inerte par rapport à des risques de dépassement élevés. Ils vont se confirmer très certainement en 2024. Le gouvernement a prévu un dépassement de l'ONDAM à hauteur d'1,2 milliard, à peu près 800 millions sur les soins de ville. Mais je signale que les équipes sont fortement mobilisées, le réseau de l'assurance maladie est fortement mobilisé, et notamment sur des actions qui concernent à la fois les prescripteurs, les assurés, les entreprises, sur notamment une dynamique d'arrêt de travail qui est repartie à la hausse en 2024, alors même que nous avions eu un ralentissement plutôt encourageant en 2023. Partager également un ONDAM 2025 qui est exigeant, 2,8%, un peu inférieur à ce qui était prévu dans les chroniques pluriannuelles antérieures, a rapporté aussi à ce qui est une bonne nouvelle tout de même, à un ralentissement significatif de l'inflation, et je renouvelle à la fois l'intérêt, la nécessité de bien mettre en relation les deux indicateurs au-delà de taux d'évolution au réel. Le fait que l'inflation redescende autour de 2% est quand même un élément qui structurellement tempère la hausse des dépenses. Pour autant, 4,9 milliards d'économies, c'est évidemment un quantum significatif avec à la fois un certain nombre de mesures paramétriques, je n'y reviens pas, mais aussi des objectifs élevés en matière d'efficience, de sobriété, de bon usage du système de santé.
Vous dire de ce point de vue-là que notre priorité côté assurance maladie aujourd'hui, c'est parmi nos priorités, c'est le déploiement de la convention médicale, et derrière cette convention médicale, les 15 programmes d'action autour de la qualité et de la pertinence des soins, on pourra y revenir, qui est, je crois, le sous-jacent de toute une série d'objectifs de maîtrise médicalisée, de permanence des soins sur les médicaments, le transport, la biologie, la radiologie, les produits de santé. On pourra bien sûr y revenir. S'agissant du projet de loi de financement, peut-être partager avec vous que, on l'évoquait en aparté, Monsieur le Président, au-delà des conditions particulières de sa préparation, souligner que 3 propositions ou 3 séries de propositions que l'assurance maladie avait formulées dans Charge et Produits dans son rapport annuel ont été reprises par le gouvernement. Je pense à la perspective de reconstruire un protocole pluriannuel sur la radiologie. On reviendra sans doute sur le détail de l'article 15. Deuxième volet sur les transports sanitaires avec l'article qui fixe un nouveau cadre de discussion avec les taxis et partage avec la Commission des affaires sociales que nous avons déjà commencé depuis plusieurs semaines à travailler avec les représentants de la profession pour être prêts dès lors que ce cadre serait voté pour construire un cadre pluriannuel de tarification et de gestion des conventionnements des taxis qui soit sans doute plus efficient. Et puis c'est l'article 16 sur l'extension du dispositif de prescription renforcée qui vise à accompagner les prescripteurs sur un certain nombre d'items. Ça avait été voté l'année dernière sur le médicament, c'est étendu cette année sur la biologie et les transports. Peut-être aurons l'occasion de partager l'idée que ça n'est pas du temps perdu du côté des médecins, que nous sommes en situation de leur proposer des mécanismes très simples d'utilisation, mais qui sont absolument indispensable si on souhaite accompagner la qualité et la pertinence des soins, ces objets dont nous avions discuté avec les médecins dans la convention, y compris sur ce dispositif de prescription renforcée. Je me permets aussi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de souligner qu'au-delà de ces articles législatifs, l'assurance maladie est engagée sur un certain nombre de démarches de mise en œuvre de notre rapport chargé produit autour de la qualité et de la pertinence des soins. Je pense à la lutte contre le gaspillage des pansements. Les pansements, c'est 1 milliard d'euros. On a beaucoup de gaspillage, donc un travail qui est engagé avec la Haute Autorité de Santé, les pharmaciens, les médecins et les infirmiers sur la juste prescription des pansements, la lutte contre la fraude, notamment au travers de la mise en œuvre de la proposition qu'on a faite de CERFA sécurisé sur les arrêts de travail papier, on pourra y revenir, le déploiement de l'innovation aussi au service de la qualité avec un dispositif d'intelligence artificielle sur l'utilisation d'électrocardiogrammes chez les médecins généralistes qui se construit avec les représentants de la profession, médecins généralistes, cardiologues et haute autorité de santé, le déploiement d'un dispositif d'accompagnement vis-à-vis des médecins sur les arrêts de travail, qu'on appelle un peu dans notre jargon SOSIJ, comment l'assurance maladie accompagne les médecins qui, face à des arrêts longs ou face à des arrêts courts répétitifs, ont besoin d'un appui social, médical, administratif. C'est un service que nous allons commencer à déployer début 2025, à tester dans 2 caisses. Et puis, au-delà de ça, vous confirmez notre mobilisation sur un certain nombre de sujets. J'ai parlé de lutte contre la fraude. Les 6 pôles cyber de cyber-enquêteurs sont maintenant recrutés. La formation est en cours pour renforcer notre efficacité sur la lutte contre la fraude à l'assurance maladie sur les réseaux et sur Internet. Voilà d'autres thématiques sur le numérique en santé. Nous avons dépassé les 15 millions d'assurés qui ont opté sur mon espace santé, mais je m'écarte un peu du projet de loi de financement, donc je m'arrête là, Monsieur le Président, et évidemment disponible pour répondre à vos questions, en terminant juste sur un point, un certain nombre d'amendements à la loi de financement qui ont été déposés, pas encore discutés, notamment je pense au sujet de prévention sur les examens bucco-dentaires, traduisent là aussi des accords conventionnels avec les dentistes qu'on a signés, qui sont importants en termes de prévention et aussi de soutenabilité des dépenses à moyen long terme. On pourra sans doute y revenir. Très bien, merci Monsieur le Directeur. Je vais donner tout de suite la parole à Elisabeth Doineau, notre rapporteure générale. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues. Évidemment, cette audition, elle est extrêmement importante parce que, comme vous l'avez souligné, plus ou moins, le déficit de la sécurité sociale, c'est finalement en grande partie le déficit de l'assurance maladie. Donc on a besoin de comprendre, d'échanger et de regarder ensemble comment agir pour répondre aux besoins de la population et aux attentes de la population. J'ai 3 questions. La première, elle est très, comment dirais-je, liée à ce que vous venez d'annoncer sur les cyber-enquêteurs.
mais j'ai mon collègue Jean-Marie Van Lorenberg qui est très, comment dirais-je, intéressé pour connaître les efforts qui sont faits par la Caisse d'assurance maladie pour chaque année essayer de lutter contre la fraude sociale. Et je voudrais rappeler le rapport d'application de la loi de financement de la sécurité sociale. La Cour des comptes indiquait que la CNAM avait pour objectif, alors je cite, d'estimer en 2024 l'ensemble des fraudes aux prestations versées par les caisses d'assurance maladie. Alors, où en est-on sur cette estimation? Parce qu'on voit bien que les chiffres ne sont pas toujours les mêmes d'un côté ou de l'autre. Et l'ordre de grandeur avancé par la Cour, qui était entre 3,8 milliards d'euros et 4,5 milliards d'euros, sur la base d'une extrapolation, est-ce que cet ordre de grandeur est confirmé aujourd'hui? Ma deuxième question concerne donc la branche maladie, avec les recettes qui sont particulièrement affectées par la modération de la progression de la TVA. Donc, quelle analyse faites-vous de ce phénomène? Et faut-il considérer, selon vous, que l'année 2024 sera un écart momentané à la tendance qui sera compensé par des recettes plus dynamiques les années suivantes? Donc, c'est important qu'on sache aussi par rapport à cette recette affectée de la TVA qui est en baisse. Un an après la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires, le gouvernement envisage de porter de 30 à 40% le ticket modérateur sur les consultations médicales et de sages-femmes. Une mesure qui pourrait permettre de transférer 1,1 milliard d'euros de dépenses de l'assurance maladie vers les complémentaires santé. L'augmentation régulière et spontanée du nombre de patients en ALD, dont le ticket modérateur est pris en charge par la sécurité sociale plutôt que par les complémentaires santé. J'ai toutefois un regret que ces transferts soient effectués au coup par coup sans qu'il semble y avoir une approche globale. C'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on ressent. N'y aurait-il pas là la possibilité de porter une réflexion plus en profondeur sur les périmètres de prise en charge respectifs de l'AMO et de l'AMC afin d'aboutir à un système plus clair pour les assurés et plus vertueux en matière de frais de gestion? Voilà mes 3 questions. Merci. Je vous laisse répondre, monsieur le directeur. Madame la rapporteure, sur les 3 sujets que vous avez évoqués, sur la fraude, d'abord, vous confirmez la mobilisation de l'assurance maladie. Elle se traduit en résultat, puisque en 2023, nous avons très largement, entre guillemets, battu un record. Ce n'est pas que nous cherchons des records, mais avec des montants de fraude détectés et stoppés à 466 millions d'euros contre 315 en 2022 et avant crise, un montant qui était de 290 millions d'euros. Donc on est sur une accélération très nette de nos résultats en matière de lutte contre la fraude. Et l'objectif qui nous est fixé en 2024 est de 500 millions d'euros. Et j'ai de bonnes raisons de penser, même si l'année n'est pas terminée, que nous serons au rendez-vous de cet objectif grâce à la mobilisation de la Caisse nationale et du réseau de l'assurance maladie. Donc les résultats sont là, mais ils doivent continuer certainement à augmenter. Ils sont le fruit aussi de travaux ciblés sur un certain nombre de champs qu'on a déjà évoqués dans cette instance. Je pense à la fraude dans malheureusement un certain nombre de centres de santé. Je pense à la fraude aux audioprothèses. La fraude, je l'ai évoqué aussi aux arrêts de travail, avec une sophistication renforcée toujours de cette fraude qui se déplace, qui va sur du niveau terrain, d'où des nouvelles compétences que nous sommes en train de recruter et de former. Sur l'évaluation, je me permets de partager avec vous que les travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale ont porté il y a quelques semaines un point d'étape assez précis et assez documenté sur nos travaux d'évaluation de la lutte contre la fraude, avec une reprise de tous nos travaux qui aujourd'hui couvrent une bonne part de l'offre de soins et évidemment du comportement des assurés. Donc aujourd'hui, nous avons évalué évalué la fraude sur la C2S, les infirmiers libéraux, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les transports sanitaires, les pharmaciens, les masseurs kinés, les chirurgiens dentistes, les laboratoires, les fournisseurs de LPP, les rentes AT-MP, les pensions d'invalidité. Ce travail, il a été fait. Donc on pourra bien sûr vous recommuniquer les tableaux, mais ils sont dans le rapport du HCFIPS. On a des montants de fraude, des taux de fraude qui sont entre 2 et 8%, et donc voilà, qui portent sur des montants qui peuvent être importants, puisque
puisque voilà, dès lors que si on prend par exemple la complémentaire santé solidaire, voilà, ça représente une estimation de la fraude à hauteur de 180 millions d'euros. Donc on a fait ce sujet-là, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je pense qu'il n'y a pas une fraude à l'assurance maladie, il y a des fraudes, donc on peut faire la somme, mais la réalité c'est qu'on va ajouter des choses qui relèvent de logiques et de problématiques extrêmement différentes, mais il nous reste encore un certain nombre de champs, notamment sur, alors, qui n'empêche pas la mobilisation, hein, là je le dis aussi, en tout cas sur l'évaluation sur les arrêts de travail, c'est relativement complexe, sur l'hôpital également, mais nous avons comme ambition de terminer ce panorama d'ici la fin de l'année, mais il est déjà assez fourni et il nous offre à chaque fois évidemment des motifs et des points d'appui pour construire des plans d'action que nous déployons. Sur les recettes de l'assurance maladie, oui, comme d'autres récipiendaires entre guillemets de la recette TVA, nous subissons en effet une dynamique moins forte. Pour autant, il me semble que la diversification des financements de l'assurance maladie qui s'est construit depuis une dizaine d'années avec grosso modo des cotisations de la CSG et de la TVA plus d'autres impôts et taxes affectés me semble rester un panier de financement pertinent. Sur longue période, tout de même, la TVA est un impôt qui est tout de même relativement dynamique. Donc voilà, après ça rejoint des débats qui, mais en tout cas nous dépassent à l'assurance maladie sur les prévisions de recettes et le lien avec le ralentissement de la croissance. Mais je pense que le fait que l'assurance maladie puisse bénéficier d'une fraction importante de TVA reste un objet tout à fait pertinent. Sur la hausse du ticket modérateur, je crois que la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, y compris devant vous. Je crois que voilà, la proposition du gouvernement était soumise à discussion, à concertation, et que cette concertation s'engageait. Elle a eu l'occasion de la rappeler, mais vous l'avez fait, Madame la rapporteure, que cette baisse du ticket modérateur, ou cette hausse, pardon, du ticket modérateur ne concerne pas les bénéficiaires de la C2S et les bénéficiaires de la LD. Donc, quelque part, les assurés les plus malades et les plus précaires ne sont pas concernés. Pour autant, il est certainement... Et par ailleurs, nous faisons face, mais vous l'avez rappelé également, à une déformation, entre guillemets, de la prise en charge avec toujours plus de patients en ALD et aussi l'innovation qui produit une augmentation mécanique des taux de remboursement de l'assurance maladie. C'est très fort aussi sur le médicament et donc contribue à poser la question de partage du financement qui, au regard des mécaniques très fortes d'augmentation de la dépense, sont, me semble-t-il, inéluctables. Voilà. Pour autant, je vous rejoins bien volontiers sur la nécessité, l'intérêt, mais je pense que c'est tout à fait partagé par les autorités ministérielles d'inscrire ces évolutions dans un cadre partagé, y compris avec les organismes complémentaires. C'est des choses qui avaient commencé à être faites à plusieurs reprises au travers du comité d'interface qui s'est construit avec les ministres de la Santé et les organismes complémentaires. Donc on peut imaginer que ce dispositif se réengage pour partager des perspectives. En tout cas, du côté de l'assurance maladie, on y sera évidemment acteur si ces choses-là se font. Mais voilà, essayer de partager en effet les contraintes de financement, les perspectives pluriannuelles. Cette année encore, nous avons montré à quel point la puissance des moteurs d'augmentation des dépenses sur les pathologies chroniques, sur le vieillissement et sur l'innovation était à l'œuvre. Dans le rapport chargé produit, c'est assez bien documenté. Et ça n'est pas... c'est plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année qui sont diabétiques, qui ont des maladies cardiovasculaires et donc qui en sont à 100% et donc qui ont une consommation de soins plus importante, en tout cas par rapport à leur pathologie, bien sûr. Et donc, voilà, mettre ça en perspective avec les complémentaires santé et les autres parties prenantes est évidemment indispensable. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Corinne Habert, notre rapporteure de la branche maladie. Merci, Monsieur le Président, et pardon pour notre petit retard tout à l'heure. Monsieur le Directeur Général, je me permets juste un petit pas de côté par rapport à ce que vous venez de dire il y a quelques minutes, en parlant d'une TVA relativement dynamique. En tant qu'élu départemental, vous le savez bien, là, en tout cas, le gouvernement n'a pas perçu la TVA qu'il attendait en loi de financement pour 2024, ce qui a quelques impacts sur la compensation attendue par les départements à la suite de la perte de la taxe foncière. Voilà, donc je ne remets pas en cause qu'il y ait une part de TVA qui finance l'assurance maladie, mais attention au dynamisme estimé.
Alors j'en viens évidemment au projet de loi de finances et plus particulièrement à la branche maladie. Je ne reviens pas sur Ondam, vous l'avez évoqué 2024 avec ce dérapage d'1,2 milliard. Pour 2025, le PLFSS doit permettre une légère et temporaire, je dis bien temporaire, amélioration du solde de la branche maladie grâce à un Ondam contenu à 2,8%. Cette prévision repose néanmoins sur des projections d'économies exceptionnelles d'un montant de 4,9 milliards, dont 2,9 milliards qui relèvent de mesures d'efficience et de régulation, principalement sur les produits de santé et les soins de ville. Cet effort significatif sur les dépenses ne sera pas suffisant, puisque le déficit de la branche maladie se dégrade à nouveau à partir de 2026 et de façon continue jusqu'en 2028. Cette trajectoire engage néanmoins la crédibilité de ce PLFSS et celle des prévisions pour les années à venir, alors que le Haut Conseil des finances publiques a jugé que les économies projetées étaient pour le moins incertaines. Donc, comment pouvez-vous avancer sur un tel niveau d'économie? Quelles sont les conditions de réussite de cette projection et les facteurs de risque que vous identifiez? Et une stratégie fondée prioritairement sur des mesures d'efficience et de pertinence vous paraît-elle suffisante pour retrouver une situation financière soutenue de la branche maladie? Et là, j'en viens à une remarque avant de continuer sur deux autres sujets. C'est sur la pertinence des soins. Et j'adhère évidemment à une meilleure pertinence des soins. Sauf qu'à travers ce PLFSS, j'ai quand même l'impression que l'urgence budgétaire semble appliquer une double peine à un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas les prescripteurs et qui ne font que répondre à une prescription. Donc d'un côté, qu'on engage, bien sûr, une plus grande sensibilisation des acteurs à la pertinence des soins, tout à fait d'accord, mais qui est une double peine en même temps vis-à-vis d'acteurs qui vont être concernés par la pertinence des soins, mais qui en même temps se verront à travers des baisses tarifaires alors qu'ils répondent à des prescriptions dont ils ne sont pas les auteurs. Ce n'est pas eux qui tiennent le crayon, si je peux me permettre cette expression. Deuxièmement, et vous aviez répondu à notre invitation, et je regarde Bernard Jomier, quand nous avons travaillé sur le rapport d'information sur la financiarisation de notre système de santé, je crois me souvenir que vous étiez défavorable à une financiarisation excessive, sauf que la régulation à travers la loi de financement de la sécurité sociale conduira toujours à une concentration et donc à une financiarisation accentuée, voire à un accès aux soins qui sera plus difficile et à un aménagement du territoire en termes d'accès aux soins qui sera dégradé. Donc j'en viens aux baisses de tarifs unilatérales. Et ça fait lien à ma remarque sur le fait que ce n'est pas forcément les dispensateurs qui tiennent le crayon. Les professionnels de santé ont récemment, et vous le savez bien, dénoncé les mesures du PLFSS qui permettront au ministre ou à vous-même de décider unilatéralement des baisses de tarifs dans les champs de la biologie et de l'imagerie, lorsqu'aucune mesure de maîtrise des dépenses n'aura pu être négociée avec les syndicats ou lorsque celles-ci s'avéreront insuffisantes. Ne craignez-vous pas, monsieur le directeur, que cette mesure affaiblisse durablement l'exercice conventionnel? Comment espérer demain la coopération des professionnels, des syndicats dans la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, lorsque la loi prévoira la possibilité de réduire sans leur accord les tarifs applicables? Alors qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui transparaît à travers les quelques auditions que j'ai déjà conduites, il me semble qu'un certain nombre d'acteurs, alors il fallait peut-être en arriver là, mais sont force de proposition. Sur le transport sanitaire, les dépenses ont atteint 6,3 milliards d'euros en 2023 et restent sur une trajectoire dynamique avec une hausse de 9% en un an. Le rapport charge des produits 2025 fait état de différences de remboursement significatives dans ce secteur entre les différents pays de l'OCDE, la France étant caractérisée par un niveau de prise en charge particulièrement élevé. À cet égard, l'article 17 pour 2025 vise à réformer les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les taxis. Mais réglementairement, les taxis ne sont pas des transporteurs sanitaires. Vous le savez, ils ont dû avoir l'occasion de vous le dire. Donc, cet article renforce les prérogatives de la Convention nationale, notamment en matière de régulation tarifaire et de conventionnement. Quelle nouvelle marge de manœuvre cet article offrira-t-il concrètement à l'assurance maladie pour rationaliser les dépenses de transport sanitaire?
Ces mesures vous semblent-elles suffisantes afin d'endiguer la dynamique particulièrement forte des dépenses de transport sanitaire et notamment de taxi? Et sinon, quelles mesures complémentaires pourriez-vous proposer? Et j'en reviens au même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de disparition d'artisans taxi et de plus grandes difficultés d'accès aux soins, de se déplacer, ou alors des coûts de transport qui vont coûter plus cher. Et enfin, une dernière question, et je m'arrêterai là. Vous avez évoqué à la fin de vos propos la question des fraudes, et non pas de la fraude. Quelle différence faites-vous entre les indus et les fraudes? Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Je vous laisse répondre à ces questions pertinentes. Merci beaucoup, madame la rapporteure, monsieur le président. Tout à fait. Il est clair que pour moi, pour l'assurance maladie, pour pouvoir construire, déployer et avoir des résultats en matière de qualité et pertinence, il faut réunir un certain nombre de conditions. Je ne vais pas les énumérer de manière exhaustive. Il faut des référentiels, il faut un partenariat avec les professionnels de santé bâti sur la confiance et la visibilité et la transparence. Il faut des leviers efficaces à différents niveaux, y compris d'ailleurs des leviers qui sont honnêtement en réalité très simples, que je pense à l'article 16. Il faut une mobilisation territoriale partagée entre les professionnels et l'assurance maladie, et puis d'autres acteurs bien sûr, pour que les comportements, les organisations changent et qu'on atteigne des résultats qui font que demain, voilà, pourquoi est-ce qu'on consomme et qu'on prescrit encore 25% d'antibiotiques de plus que les autres pays? Pourquoi on prescrit moins de biosimilaires qu'ailleurs? Pourquoi on prescrit plus d'antalgiques que, voilà, pourquoi est-ce que les niveaux 2 et niveau 3 d'antalgiques est utilisé trop souvent par rapport à un niveau 1? Tous ces sujets-là, ça nécessite tout ça. Donc c'est ce que nous, on essaye de faire, et c'est pour ça d'ailleurs que la convention médicale était aussi importante, c'est qu'elle permet de construire un partenariat avec les professionnels et qu'elle nous permet de mettre des revalorisations d'un côté et en face de mettre un certain nombre d'actions d'efficience. Et je le dis d'ailleurs au passage, l'article 16, il est quelque part construit autour de ça aussi. C'est de se dire, voilà, il faut que les professionnels acceptent qu'il y ait quelques démarches à faire très simples, très simples. Beaucoup d'autres pays sont beaucoup plus contraignants que nous sur les conditions dans lesquelles les médecins peuvent prescrire différents types de traitements. Il ne s'agit pas de le faire systématiquement, il ne s'agit pas d'ennuyer chaque prescripteur sur chaque molécule de base, mais est-ce qu'on est légitime à vérifier que quand un médecin prescrit un médicament contre le diabète, effectivement la personne soit en ALD, effectivement qu'elle est bien à l'âge requis, effectivement elle est bien dans le champ du remboursement, et qu'en 3 clics, il puisse l'établir. Parce que la réalité, c'est que ça n'est pas toujours le cas. Donc il faut tout ça. Il faut tout ça, et donc en effet, il faut ce partenariat, il faut ces leviers. Voilà. De ce point de vue-là, et pour aller plus précisément sur votre question, nous sommes extrêmement mobilisés sur la qualité et la pertinence de la biologie. Dans le cadre du protocole pluriannuel que nous avons signé avec les biologistes, il y a tout un volet autour de la qualité et de la pertinence. Je me tiens à votre disposition pour étayer l'ensemble des actions qui ont été menées. Pourquoi, comment on ralentit la vitamine D qui prescrit parfois en dehors du bon sens? Pourquoi on prescrit encore de la vitesse de sédimentation alors que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'immense majorité des cas? Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été identifiées avec les biologistes et avec les médecins. C'est aussi dans la convention médicale. Et on a déployé un certain nombre d'actions. Donc on ne reste pas inactif et on ne fait pas que de la baisse de tarifs. Donc ça, je me tiens à votre disposition. Après, c'est difficile, parce qu'en effet, c'est d'abord chez le prescripteur que ça se joue, moins chez le biologiste. Encore peut-il a des compétences pour pouvoir rectifier les choses, encore faut-il qu'il soit présent, mais ça se joue beaucoup chez le prescripteur. Donc c'est des actions qu'on a engagées et qu'on veut approfondir. Et donc l'idée comme quoi on se ficherait, entre guillemets, c'est parce que vous avez dit, madame la rapporteure, mais d'autres peut-être, on se ficherait de la qualité et de la pertinence, puisque comme on a un mécanisme prix-volume, on peut baisser les prix autant qu'on veut. Ça n'est pas notre philosophie d'action. Parce que les arbres ne montent pas au ciel, parce qu'au bout d'un moment, la régulation tarifaire, elle a des limites. Est-ce que nous les avons atteints, ces limites? Je ne sais pas. Je partage avec vous que la biologie médicale, en 2023, présente une rentabilité qui est encore extrêmement élevée, y compris les petits laboratoires, que quand vous avez un excellent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires qui reste à 17% en 2023, en moyenne, 17% en 2023, ça fait pâlir d'envie d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas ces niveaux de rentabilité. Et donc, nous sommes dans un dialogue, par ailleurs, assis sur un protocole qui a été signé avec les biologistes l'année dernière sur des bases parfaitement transparentes, je dis bien parfaitement transparentes avec la profession, de nombreuses réunions
de nombreuses réunions qui nous ont conduit à établir un protocole et tout le monde savait parfaitement bien ce qui était en jeu au moment de la signature. Donc faire croire que nous aurions manipulé les chiffres, c'est pas ce que vous avez dit, Madame la rapporteure, mais j'en profite pour pouvoir. Non, mais pardon, mais j'en profite aussi. Hein, mais je serai pas trop long. Voilà, ça n'est pas comme ça que nous travaillons. Les choses sont transparentes. Et s'il y a une reprise de la biologie post-Covid, ce qui est exact que nous voyons, une dynamique plus importante, mais qui est en train de ralentir là aussi. Ne faisons pas comme si les volumes de biologie allaient augmenter de 6% par an pour les 10 prochaines années. Ça n'est pas ce qui va se passer. C'est en train de ralentir et nous nous y employons. Mais en tous les cas, voilà, nous sommes mobilisés sur les différents leviers. Il est aussi normal que quand le secteur fait des gains de productivité, il y ait un partage des gains tarifaires. Je pense qu'on pourrait avoir une discussion sur le lien entre financiarisation et régulation. C'est-à-dire que si des secteurs d'activité se concentrent, font des gains de productivité, bon, tant mieux, entre guillemets, tant mieux. Parce que si ça permet à la puissance publique de faire des gains d'économie et qu'aujourd'hui, produire un B, c'est moins cher qu'il y a 10 ans, pardon de le dire un tout petit peu crûment, mais tant mieux. Donc ça, c'est positif. La question, c'est est-ce que ça aboutit au fait que, du coup, ces niveaux de rentabilité trop élevés ont abouti à des rachats successifs, à des niveaux de valorisation trop élevés, qui ont fait de la dette et qui ont justifié cette financiarisation. Mais est-ce qu'on doit s'empêcher, du point de vue du financeur, d'appliquer une régulation quand on voit qu'il y a des gains de productivité et quand on voit un niveau de rentabilité tel qu'il est aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut quand même... ça serait relativement paradoxal. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la régulation qui ait créé la financiarisation, mais on pourra aller plus loin. Sur les transports sanitaires... D'abord, il y a un certain nombre de leviers qu'on essaye d'amplifier avec le ministère, notamment de la Santé, les ARS, autour du transport partagé, autour de plateformes de commande dans les hôpitaux, autour d'une rationalisation des flux de transport, parce que nous savons que nous pouvons avoir des gains, et là aussi, pardon de renvoyer encore à Chargé Produit, mais nous sommes allés voir à l'étranger, et beaucoup d'autres régions, allemandes ou espagnoles, et beaucoup d'autres pays, au Québec, autres, ont des systèmes plus organisés, dans lequel la commande de transport, et honnêtement c'est une des clés, hein, la commande de transport elle est organisée sur des flux logistiques et qui fait qu'on n'a pas de taxi qui repart à vide, on n'a pas de véhicules sur des transports itératifs organisés, de dialyse, de rééducation, on n'a pas de transport isolé et donc on attend de notre côté nous un décret d'application de la loi de financement de l'année dernière sur le transport partagé, le lien entre tiers payant et transport partagé, pour pouvoir accompagner ça, mais on n'a pas attendu ça, on a un bonus-malus avec les transports sanitaires sur ce sujet. On discute avec les taxis sur la mise en œuvre du transport partagé sur les taxis. De ce point de vue-là, voilà, les taxis sont un acteur du transport ainsi de notre pays depuis maintenant de longues années, et avec des parts de marché qui ont plutôt tendance à grossir ces dernières années. Notre objectif, en tout cas, c'est de construire avec eux un mode de gestion de leur tarification qui permettent de leur donner de la visibilité, permettent d'exercer leur fonction qui rend, vous le savez, sur un certain nombre de territoires, un service aux patients, mais dans des conditions, là aussi, qui soient soutenables. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on a commencé à travailler depuis plusieurs mois. On a encore une réunion de négociation hier matin avec le représentant de la profession pour pouvoir mettre en œuvre un système de tarification qui restera assis sans doute sur le tarif préfectoral et le tarif kilométrique, mais qui peut aussi se moderniser. Donc, je pense que cela peut être tout à fait pertinent en termes d'organisation. Aujourd'hui, les taxis ne font pas de transport partagé. Ça n'existe pas. Et honnêtement, c'est une bizarrerie. Pourquoi on fait un transport partagé en VSL? Pourquoi on ne le ferait pas en taxi? Il faut le faire dans les deux. Et là aussi, ce nouveau cadre tarifaire, il va nous le permettre. Pardon si je suis un peu long, Monsieur le Président. Juste sur le indu et fraude, enfin pour nous, pardon, mais les choses sont très claires. Hein. Fraude, il y a une intention. Fraude, il y a une volonté. C'est pas, voilà, les indus, ça existe, les nomenclatures sont complexes, le professionnel peut tout à fait de bonne foi se tromper, le droit à l'erreur, ça existe. Voilà, après, quand il y a un indu, c'est normal qu'on le récupère, mais si, au travers de l'examen d'un indu répété sur des choses évidentes, qui traduit une volonté du professionnel, manifestement, volontairement, de s'écarter des règles, là, ça devient caractéristique d'une fraude, et ce qui justifie des processus particuliers. Donc, je pense qu'on essaye de bien différencier les choses entre ce qui relève d'un indu, de ce qui relève de pratiques frauduleuses. En tout cas, tout notre cadre de gestion et de lutte contre la fraude vise à bien différencier les choses. Après, il peut toujours y avoir éventuellement des sujets à regarder de près, mais c'est bien clair normalement dans le cadre qui est posé avec le réseau. Très bien.
Alors, je vais donner maintenant la parole à nos collègues sénateurs. Je vais commencer par Anne-Sophie Romagny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, je voudrais revenir sur les dispositions relatives à la pertinence des prescriptions, puisque suite à l'annonce du ministre de la Santé en février 2003, François Braun, l'assurance maladie annonçait s'engager pour réduire le temps administratif. Et aujourd'hui, dans le PLFSS, donc 1 an et demi plus tard, aujourd'hui dans le PLFSS qui nous est soumis, lorsqu'on prévoit d'étendre le champ des procédures d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, il s'agit de passer par un formulaire dédié. Et même si tout le monde s'accorde sur la nécessité de veiller à la pertinence des prescriptions, est-ce que cet effort doit passer par de nouveaux formulaires à remplir pour les médecins ? Ce type de mesure, Monsieur le Directeur Général, ne risque-t-il pas de réduire encore le temps médical disponible dont nous manquons cruellement ? C'était ma première question. Ma deuxième question, vous venez d'évoquer les indus. Moi, je souhaiterais vous parler des infirmières libérales que j'ai rencontrées il y a quelque temps, qui me faisaient part d'une diminution drastique des effectifs, puisqu'elles sont passées, selon elles, de 130 000 à 99 000 depuis 2017. Et c'est pas ce qu'il y a dans le rapport, avec où vous mentionnez, vous, une hausse de 9,8% des professionnels. Et on a rencontré l'ordre des infirmières il n'y a pas longtemps, et elle nous signifiait effectivement une baisse des effectifs et de la démographie. Donc je voulais juste vous alerter sur ces chiffres qui, du coup, ne sont pas visiblement très cohérents avec ce que disent les infirmiers libéraux. Et concernant les indus, les erreurs d'ordonnance sur les ordonnances sont répercutées du coup sur les infirmières, enfin les salaires des infirmières qui doivent les rembourser. Et en fait, ces indus, ils peuvent être réclamés jusqu'à 5 ans en arrière. Et cette situation, pour elles, des 5 ans, semble difficile à gérer et très peu sécurisable. Je voulais savoir si nous pouvions y remédier et comment, en tout cas, mais cette durée semble importante. Ensuite, je souhaite vous alerter sur l'existence de sites d'arrêt de travail frauduleux et qui... Je suis désolée d'adopter la technique du disque rayé, mais c'est quand même important. Si l'acte est frauduleux, le médecin traitant, lui, existe bien, avec un identifiant. Et parce que c'est quand même assez flagrant, sur le CERFA en tout cas, il y a l'identification d'un médecin qui existe. C'est simplement qu'à un moment, quand vous allez faire le compte sur le suivi que vous effectuez sur l'activité des médecins, il faudra aussi en tenir compte parce que je pense que c'est vraiment exponentiel aujourd'hui. Et enfin, dernier point, je voulais vous parler du SAS. Et là encore, j'utilise la technique du disque rayé, mais comme ça n'évolue pas vite, je suis désolée. On en a déjà parlé lors de votre audition au printemps dernier, Monsieur Fantôme. Si le SAS a des vertus, il y a des trous dans la raquette aujourd'hui. Il ne faudrait pas que dans 3 ans, quand on fera le point sur le SAS, on se dise ça nous a coûté cher et finalement ça n'a pas marché. Alors qu'aujourd'hui, on sait où est le grain de sable dans l'engrenage et on pourrait, avant d'attendre 3 ans, essayer de supprimer ce grain de sable dans l'engrenage pour que ça marche mieux. Et je parle bien évidemment de la rémunération des médecins dans le cadre du SAS, qui est aujourd'hui un point bloquant. Et en fait, si les SAS fonctionnent sur le papier, les calendriers ne fonctionnent pas, il y a des trous. Il ne faudrait pas qu'on se dise dans 3 ans, on a dépensé des sommes folles là-dedans pour essayer effectivement de trouver des solutions territoriales, sauf que derrière, le constat pourrait être amer. Donc, j'insiste pour qu'on puisse regarder à cette évolution. Merci. Merci beaucoup. La parole à Céline Brulin. Merci, Président. Monsieur le Directeur Général, ça fait plusieurs PLFSS, désormais je suis ici. Bonjour. Ça fait plusieurs PLFSS où
sont prises des mesures qui relèvent de déremboursement, qu'il s'agisse de l'augmentation du ticket modérateur pour les dentistes, les franchises, aujourd'hui une nouvelle salve, si je peux le dire ainsi, de hausse de tickets modérateurs, avec toujours l'argument « ne vous inquiétez pas, les patients en ALD seront préservés ». Or, on s'aperçoit, il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il y a eu un rapport de l'IGAS et de l'IGF à l'été dernier qui montrait que, malgré cela, les patients en ALD voient un reste à charge de l'ordre de 3 fois plus élevé, je crois, que les autres patients. Et donc, on ne peut pas parler là de préserver. Alors, j'entends qu'il y a aujourd'hui un nombre de maladies chroniques et de patients en ALD qui sont en volume, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il s'agit de personnes, mais qui sont beaucoup plus importants et qui pèsent financièrement sur l'assurance maladie. Mais est-ce que, mesure après mesure, on n'est pas déjà en train de constater qu'on est dans une impasse, puisque, y compris pour les patients en ALD, on voit que le reste à charge devient de plus en plus important. Deuxième point, pour me faire le relais d'inquiétudes sur lesquelles on nous sollicite beaucoup, qui est l'avenir du service de contrôle médical, puisque visiblement un rapport avait été engagé pour en évaluer un certain nombre de dysfonctionnements, essayer d'améliorer les choses, mais que finalement on irait vers un démantèlement de ce service avec des inquiétudes en termes d'autonomie, de secret médical, de contrôle qui ne s'effectuerait plus de médecin à médecin. Donc, est-ce que vous envisagez revoir cela ou est-ce que c'est maintenant acté? Et puis enfin, je reviens, mais ma collègue vient de l'évoquer, sur le dispositif de prescription renforcée, où effectivement, la plupart des professionnels de santé nous disent qu'alors qu'on cherche tous à dégager du temps médical, c'est un peu contradictoire de leur redonner, si je peux le dire de manière un peu triviale, de plus en plus de paperasse à faire. Mais c'est vrai du côté des professionnels de santé, mais c'est aussi vrai du côté des services de la CNAM. La CNAM, dans l'état actuel de ses ressources humaines, est-elle en situation d'absorber ce travail administratif supplémentaire? Merci. Merci bien. La parole à Jocelyne Guidez. Oui, merci Monsieur le Président. Alors moi j'ai deux questions. Un des volets d'augmentation des dépenses de l'assurance maladie concerne celui des remboursements des équipements de santé. La mise en place de 100% de santé a été un véritable tournant dans l'accès aux soins dont nous pouvons tous nous réjouir. Néanmoins, ce bascule a fait naître une logique consumériste dans l'accès aux équipements de santé. Chaque année, les dépenses de soins d'équipement augmentent en moyenne de 4%, en particulier en matière optique. Aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé, tous les 2 ans, on peut se changer nos lunettes, alors que notre vue n'a pas changé? C'est un exemple. Hein. Est-ce que, par exemple, si on passait à 3 ans, est-ce que ça pourrait faire une économie intéressante ou pas? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, je vais parler des transports des adolescents ou adultes qui ont un handicap et qui rejoignent tous les week-ends le lieu de vie familial et qui repartent à la fin du week-end dans leur maison d'accueil. S'ils sont dans leur département, ce transport est remboursé, il n'y a pas de... Voilà, mais tout le monde ne peut pas mettre leur enfant ou leur adolescent ou adulte handicapé dans leur département et ils rejoignent parfois un département qui est juste à côté. Et là, ça se complique. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas de remboursement ou tellement peu léger que de toute façon, ils ne prendront pas un taxi et c'est eux-mêmes qui vont faire le transport, les allers-retours. Et je ne vous dis pas la fatigue, l'épuisement de ces familles-là. Il devait y avoir un travail approfondi là-dessus. Ça fait 7 ans que j'attends ce travail approfondi, mais peut-être qu'il va arriver un jour. Je voudrais simplement savoir où ça en est et où on peut avancer en tout cas sur ce sujet-là. Je vous remercie. Très bien. La parole à Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre exposé. On discute là du PLFSS 2025. Bon, moi, je voudrais quand même noter que l'ampleur des économies, Corinne Imbert a rappelé, 4,9 milliards attendus, c'est totalement inédit. Les 11 milliards 7 au lieu de 9 milliards l'an dernier sur le pharmaceutique, c'est aussi totalement inédit, etc. Bref,
il y a quand même un ensemble d'éléments de fragilité qui font d'ailleurs que le comité d'alerte, dans son avis rendu hier, parle de risques élevés de dépassement. Donc on est en train quand même de discuter d'une LFSS dont le comité d'alerte lui-même nous dit, enfin, risque élevé de dépassement, pour que ça ne se termine pas en gros dépassement, voilà, on ne sait pas comment on va faire. Et tout ce que vous pointez laisse un peu quand même un petit peu sceptique. J'aurais voulu savoir, à ce sujet, donc sur le budget des hôpitaux, il y a un gros point d'interrogation sur la CNRACL. C'est-à-dire que là, on demande au budget des hôpitaux. Alors, c'est une vraie question, hein, la CNRACL et son déficit croissant est problématique. Hein, je ne nie pas du tout la question. Mais là, la ponction sur le budget des hôpitaux, c'est 1 milliard d'euros environ. Et c'est extrêmement élevé. Donc, comment peut-on imaginer que le budget des hôpitaux puisse tenir dans l'enveloppe qui est affectée? C'est-à-dire, comment peut-on imaginer que vous n'ayez pas plus à payer à l'arrivée? Ma deuxième question porte sur... Alors, vous avez répondu en partie à la rapporteure sur la baisse de la prise en charge par l'assurance maladie des actes pivots que sont les consultations sages-femmes et médecins. Moi, l'interrogation qu'on peut avoir quand même et qui vous concerne évidemment en premier lieu, c'est actuellement, vous êtes les seuls à négocier la convention parce que vous êtes le plus gros payeur. Enfin, vous négociez avec les organisations professionnelles, mais il n'y a pas les organismes complémentaires autour de la table. Et là, quand vous allez arriver, si le pré-projet du gouvernement s'applique, vous allez prendre en charge un peu plus de 50%. Vous allez prendre en charge, vous allez payer 16 sur 30. Donc, quand on ne paye plus que la moitié, est-ce qu'on est bien légitime à être le seul autour de la table pour négocier? Et là, je le dis, ça ne me satisfait pas. C'est-à-dire, on change de système. Troisièmement, vous nous avez beaucoup parlé les années précédentes, et je le salue, de la prévention. Cette LFSS n'a aucun item sur la prévention, c'est le désert de la prévention. Et j'aurais voulu vous interroger sur un sujet, parce que vous nous expliquez des économies que vous souhaitez faire légitimement d'argent qui est mal dépensé. Il y a deux substances, le tabac et l'alcool, qui chacune, en coût et en financement direct, je ne parle pas des coûts indirects, je n'entre pas dans ce débat-là, mais qui chacune présente pour l'assurance maladie un déficit de plusieurs milliards d'euros. Pourquoi ne demandez-vous pas ne portez-vous pas l'idée que juste la contribution directe en termes de fiscalité soit égale au coût direct? Et ça ferait plusieurs milliards d'euros qui rentreraient... Non, mais... Et je ne parle pas des coûts indirects, je ne parle pas d'aller chercher 100 milliards d'euros. Hein. Je parle que de ce qui est direct. Voilà, ce que payent ceux qui consomment et le coût direct pour vos finances, pour l'assurance maladie. Ah, les viticulteurs. C'est bien parce qu'on est à la commission des affaires sociales et dès qu'on parle tabac et alcool, il y a quelqu'un qui dit les viticulteurs. Donc je veux dire, je ne savais pas que la commission des affaires sociales était là pour régler les problèmes de la filière viticole. C'est le problème de l'État. C'est le problème de l'État qui n'a pas de leçon à nous donner parce que quand il fait 300 milliards de recettes, il fait 450 milliards de dépenses. Donc il fait 150 milliards de déficit. Et les finances sociales, elles, le déficit est bien moins élevé puisqu'on parle de plus de 650, 700 milliards d'euros et qu'on a malgré tout, même si c'est beaucoup trop, 17-18 milliards d'euros de déficit. Donc je le rappelle, donc, que l'État garde ses leçons pour lui-même et nous laisse gérer le budget social, en discuter tranquillement. Et ma dernière question, pour faire suite aux propos aussi de la rapporteure sur la financiarisation. Bon, qu'est-ce que vous comptez prendre comme initiative en la matière? Parce que vous avez été précurseur, hein, je le reconnais, dans vos rapports chargés produits pour soulever la question. Vous avez proposé de créer un observatoire, mais vous ne l'avez pas créé. Moi, j'ai appris qu'il y a 15 jours, vous me direz si je me trompe, qu'il y a 15 jours, la Cour des comptes a décidé de le créer avec la chaire santé de Sciences Po et immédiatement, vous avez dit, nous, on veut y participer, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit la Cour des comptes qui prenne l'initiative de le créer? Alors moi, je pose des questions. Il y a des choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous allez dans les négociations conventionnelles, c'est une de nos recommandations, introduire des dispositifs qui permettent de lutter contre la financiarisation? Est-ce que qu'allez-vous faire sur l'identification des praticiens des centres de santé? Est-ce que cette question va être résolue à brève échéance? Quid du partage d'informations avec les ordres professionnels aussi, qui permettent d'avancer sur la question. Voilà, donc j'aurais aimé que vous nous précisiez les engagements sur ces points. Je vous remercie, Monsieur le Directeur.
Monsieur le directeur, je vous laisse répondre à cette première série. Il y aura une deuxième série de questions. Madame la sénatrice Romani, sur le temps médical et la pertinence de prescription, et sujet qui a été aussi évoqué, je crois, par d'autres intervenantes. On est complètement convaincu, comme vous, que le sujet du temps médical est un sujet majeur. C'est la raison pour laquelle l'assurance maladie a créé et soutenu et finance le programme des assistants médicaux, qui sont quand même des vecteurs massifs de gains de temps pour les médecins. Et d'ailleurs, on l'a prouvé, on l'a montré. Un médecin qui a un assistant médical, il prend 5 à 10% de patients en plus. Il ne travaille pas plus, il ne travaille pas plus longtemps. Il prend 5 à 10% de patients en plus parce que son temps administratif est pris en charge par assistant médical. C'est une aide pérenne qui est de l'ordre de 20 000 euros par an. Donc l'investissement de l'assurance maladie pour aller soutenir du temps utile pour les médecins pour prendre en charge leurs patients, c'est un investissement sonnant et trébuchant. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais quand même, c'est quelque chose d'assez substantiel pour les aider. On soutient évidemment aussi toutes les initiatives autour. Bien sûr, on porte mon espace santé, le DMP, qui doit être un vecteur de gain de temps, de ne pas aller chercher les analyses, d'avoir directement disponibles. Elle remonte maintenant directement dans les DMP des patients. On travaille aussi très étroitement avec le ministère ou les ministères sur la problématique des certificats inutiles. On a travaillé avec la DILA sur un simulateur qui permet aux assurés de dire voilà, on me demande un certificat, en fait, j'en ai pas besoin. Donc on est très attentif à ce sujet de temps médical. Après, et ce qu'on doit faire sur cette logique de prescription accompagnée, de prescription renforcée, c'est des dispositifs qui soient très simples, quelques secondes, qui permet aux médecins, quand il prescrit, mais parce que prescrit des choses qui peuvent être potentiellement coûteuses, et quand il prescrit de manière répétée, parfois en dehors des clous, honnêtement, c'est un bon investissement qui prenne quelques secondes pour vérifier, si je reprends encore l'exemple, que quand il va prescrire une ambulance, eh bien, on soit sûr que la situation du patient le justifie. Quand il prescrit un examen, un examen de vitamine D, ben, s'il le fait pour quelqu'un qui a moins de 65 ans, honnêtement, il y a un sujet. Et ça, très sincèrement, si je peux me permettre, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est comme vous êtes comme nous, je crois, et très attachés à la qualité et la pertinence, si on ne se donne pas les moyens collectivement de trouver des outils pour accompagner les prescripteurs, qui sont quand même des outils honnêtement pas très coercitifs, hein. C'est 3 clics sur un téléservice, et voilà, ça reste, voilà. En Belgique, la moitié des prescriptions de médicaments sont sous accord préalable. C'est-à-dire que c'est le service médical de belge qui dit oui ou non. On est loin de là en France, et on ne fera pas a posteriori des contrôles pour 50 000 généralistes et 50 000 spécialistes qui tous les jours voient chacun 1 million de patients. Ça ne marche pas a posteriori. Donc c'est un accompagnement, une information, etc. Et quelques leviers très simples qui font qu'encore une fois, on est tous préoccupés, je pense, de voir des médicaments qui arrivent sur le marché, y compris qui ont des impacts très intéressants sur l'obésité, etc., etc. Mais si nous ne surveillons pas les conditions dans lesquelles ils sont prescrits, je peux vous dire que alors là, les centaines de millions d'euros de dépenses, on va les avoir extrêmement rapidement. Donc je pense que donc il faut en parler avec les médecins. Il faut évidemment pas leur imposer des choses qui leur prendraient des heures. Mais ils ont ils sont voilà, on l'a montré, hein, et c'est normal. Un médecin généraliste, c'est la tour de contrôle du système. Donc chaque année, il génère, c'est pas le critiquer, il génère 750 000 euros de dépenses. 750 000 euros de dépenses. Donc si nous ne trouvons pas collectivement les moyens pour faire que cette dépense soit toujours pertinente, et donc travailler avec eux sur un certain nombre d'incitations, sur un certain nombre de leviers, sur un certain nombre de mécanismes d'accompagnement, eh bien, on se retrouvera avec des sujets sur lesquels on est incohérent par rapport à des référentiels de qualité et de prescription. Donc là-dessus, je pense qu'en tout cas, là où je vous rejoins bien volontiers, madame la sénatrice, c'est que notre obligation, c'est de fournir des choses simples à l'emploi pour les médecins. On peut le faire. Aujourd'hui, ils font de l'arrêt de travail en ligne, c'est très facile. Très facile. Aujourd'hui, grâce à la carte vitale, ils facturent très facilement. Aujourd'hui, on a Amélie Pro, demandé aux médecins si aujourd'hui ils se servent d'Amélie Pro tous les jours. Des centaines de milliers de professionnels se servent d'Amélie Pro et ils en sont très contents. Donc on est capable de leur proposer des téléservices ultra simples, mais avec des enjeux de retour sur investissement qui sont massifs. Pardon si j'étais un peu long sur ce sujet. Sur les IDEL, on a défini avec les 3 syndicats d'infirmiers une feuille de route sur ces sujets d'indus.
Parce qu'en effet, il y a des zones grises de la nomenclature, il y a des pratiques qui n'étaient pas homogènes. Et donc, voilà, y compris encore avant-hier soir, on a maintenant déjà calé la première étape de cette feuille de route. C'est une circulaire qui permet de clarifier les zones grises de la nomenclature. Pardon de rentrer un peu dans la technique, parce que voilà, il y a des choses qui n'étaient pas claires et du coup, il pouvait y avoir des indus, on ne se comprenait pas, etc., etc. Donc ça, normalement, c'est fait. Ça devrait sortir dans les tout prochains jours ou les toutes prochaines semaines. Et au-delà de ça, on a toute une série d'actions, y compris pour accompagner les prescripteurs dans des outils qui permettent de les aider à bien prescrire là aussi. Alors, mais pour les aider, mais ils nous disent aussi, les infirmiers nous disent, mais le problème c'est que parfois les médecins ils prescrivent, c'est pas clair, et du coup on se retrouve avec voilà. Et donc comment on accompagne les médecins? Mais là aussi, hein, mais c'est des outils qui ont été développés, qui s'appellent Omniprat, qui ont été développés par des médecins pour les voilà. On veut le faire pour les médecins et pour les IDEL. Donc là-dessus on s'engage. Alors sous les chiffres, il faudra bien vérifier de quoi on parle. Hein, pardon, mais en tout cas, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que en 2011, il y avait 70 000 infirmières libérales. En 2011, il y avait 70 000 infirmières libérales en exercice. En 2023, il y en avait 99 000. Mais en 2017, il y en avait 130 000. Non, pardon, excusez-moi, non, vraiment pas. On va renverra les courbes. Je pense qu'il y a un sujet de est-ce qu'on parle d'IDEL, est-ce qu'on parle d'infirmières installées, est-ce qu'on parle d'infirmières hospitalières, d'infirmières inscrites à l'ordre, etc., Mais en tout cas, des infirmières qui exercent, c'est en open data. Voilà, on a même encore le mois dernier partagé les courbes d'évolution. Très franchement, la courbe, elle est comme ça. Hein. Elle est très dynamique. Et donc voilà, il faut vraiment qu'on élucide. Il n'y a pas de raison qu'on ait des différence de chiffres. Sur les arrêts de travail frauduleux, je l'ai évoqué, hein, honnêtement, on est extrêmement mobilisé sur ce sujet. Je l'ai dit, à l'horizon de juin 2025, on ne prendra plus aucun arrêt de travail papier qui ne passera pas par un CERFA sécurisé. Alors pourquoi ça met du temps? Parce que ça veut dire qu'on adapte tous les logiciels métiers des professionnels de santé, des médecins en ville et à l'hôpital, qui ne pourront plus imprimer un arrêt de travail papier comme c'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut mettre à jour tout ça. Mais déjà, les flux tout le flux de CERFA qu'on donne aux médecins maintenant, c'est des CERFA sécurisés. Donc nous, on peut vérifier que le CERFA voilà, est bien un vrai CERFA, qu'il y a un vrai médecin en face, etc. On est par ailleurs, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, extrêmement mobilisé sur les sujets des sites internet qui donnent des faux arrêts de travail. Honnêtement, j'ai presque envie de vous dire, j'exagère un peu, mais on en ferme tous les jours. En tout cas, quasiment toutes les semaines, on demande des fermetures de sites. Le problème, c'est qu'ils se rouvrent à côté. On a une procédure avec d'autres pays, avec le procureur d'Hambourg, sur le fameux site du docteur Hansé, etc. Ça n'arrête pas. On est en train de travailler, mais là, pardon, c'est un peu des secrets de fabrication, pour voir comment on utilise d'autres leviers pour bloquer ces arrêts. Mais à partir du moment où vous n'aurez plus d'arrêt de travail papier en dehors des CERFA sécurisés, ce sera terminé. Ce sera soit un arrêt de travail en ligne sécurisé, et ça, nous, on sait le tracer, soit un arrêt de travail sécurisé papier. Donc, voilà. Mais entre-temps, on a différents leviers qu'on est en train d'examiner pour que ça ne passe plus dans nos chaînes de liquidation. Et sur le SAS, nous, on n'est pas opérateur hein, du SAS, c'est l'Agence régionale de santé et le ministère, mais d'ailleurs, c'est très bien, c'est normal. Ah bah écoutez, en tout cas, nous, on finance une régulation à 100 € de l'heure, on finance une majoration pour les effecteurs à 15 € la majoration. Donc honnêtement, les conditions tarifaires me semblent être relativement attractives. Bon, mais voilà, en tous les cas, ce cadre-là, il est posé. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit déterminant pour que ça fonctionne. Madame la sénatrice Brulin, oui, les études, en effet, montrent que le RAC, entre guillemets, le reste à charge peut être plus élevé pour les personnes en ALD que dans d'autres situations. Alors c'est un peu un effet, enfin, s'il est logique, c'est un peu logique parce que ces personnes ont des pathologies, donc ont des consommations de soins qui sont plus élevées, et il y a un certain nombre de champs, y compris l'optique, le dentaire ou des dépassements d'honoraires qui ne sont pas couverts par la prise en charge des ALD. Après, il faudrait quand même regarder, si je peux me permettre, le reste à charge, ce qui serait ce reste à charge s'il n'y avait pas le système d'ALD, qui est quand même un système hyper puissant de protection et de couverture des soins. Donc, bien sûr, il ne couvre pas toute la dépense de santé, mais enfin, s'il n'existait pas, honnêtement, et ce mécanisme de solidarité entre les malades et les bien portants, il est quand même hyper efficace. Alors, ça me permet d'aborder un sujet que vous avez évoqué sur le service du contrôle médical et sur son avenir. Je suis absolument convaincu que une des chances de l'assurance maladie, c'est d'avoir des médecins conseils, pas seulement d'ailleurs des médecins conseils, des chirurgiens conseils, des pharmaciens conseils. C'est une de nos forces. On ne fait pas de la qualité et de la pertinence des soins sans praticiens conseils, ça n'a aucun sens.
Donc c'est vraiment une de nos forces, et loin de moi l'idée de vouloir dissoudre cette capacité à faire, et ça c'est très éloigné du projet que je porte. Après, ce que l'inspection générale des affaires sociales a montré, c'est que notre organisation actuelle, qui est très cloisonnée, à la MSA, les médecins conseils sont dans les caisses, nous on a 2 réseaux qui sont distincts, et a montré que l'efficacité aujourd'hui n'était pas complètement en rendez-vous en matière de qualité et de pertinence, en matière de contrôle, en matière de lutte contre la fraude, et donc a posé un certain nombre de scénarios de transformation. Il ne s'agit pas de remettre en cause évidemment l'indépendance des médecins conseils. De toute façon, ils sont heureusement garantis par des textes. Il y a un code de déontologie, ça a une force réglementaire. Donc personne n'a envie, personne n'a le projet de mettre en cause l'indépendance des médecins conseils. Je précise qu'aujourd'hui, tout de même, le service médical, il est sous mon autorité. Voilà, il n'est pas indépendant. Le service médical en tant qu'institution, il est sous mon autorité. Vous me voyez venir. Donc il y a l'indépendance technique des médecins conseils. Quand ils contrôlent un patient, il est bien évident qu'ils sont indépendants, et personne ne va dire le contraire. Quand ils vont contrôler un professionnel de santé, ils sont indépendants. Maintenant, ils exercent dans un service public que je dirige. Donc l'objectif, c'est de rapprocher cette force de frappe des caisses. Pourquoi aujourd'hui on a une lutte contre la fraude, pardon de rentrer un peu dans les détails, mais j'ai une lutte contre la fraude administrative, j'ai une lutte contre la fraude médicale. Quand on soutient des projets de maisons de santé ou de CPTS, c'est les caisses qui le font, c'est pas le service médical. Quand on fait des programmes de prévention, la réalité me pousse à dire que c'est, la grande majorité des cas, c'est les caisses qui le font et pas le service médical, parce qu'ils font autre chose. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réunisse ces équipes dans le respect de l'indépendance. On a posé dans le principe de la réforme un comité en charge de veiller à cette indépendance. Tous les jours, aujourd'hui, les directrices et les directeurs de caisse et les équipes, ils gèrent de l'information médicale. Ils gèrent un arrêt de travail où il y a de l'information médicale, ils gèrent des prescriptions, ils liquident des prestations, ils ouvrent du courrier, ils pilotent des plateformes d'ailleurs avec des infirmières pour gérer le programme d'accompagnement des diabétiques. Donc on sait gérer ces sujets-là. Et on est extrêmement attentif. Honnêtement, ça fait de longues années qu'on gère tout ça. Et le premier directeur ou la première directrice qui éventuellement se mettrait à utiliser de l'information médicale à mauvais escient, honnêtement, il y aurait des graves difficultés. Donc voilà, pour vous dire que l'objectif de cette transformation, c'est de donner davantage de capacité à faire aux médecins, aux praticiens conseils, honnêtement de les mettre davantage sur les sujets de politique publique. C'est aussi pour ça qu'on propose, on met en œuvre, ça a été voté l'année dernière dans la loi de financement, une délégation de tâches. La médecine du travail le fait, tout le reste du système de santé le fait. Les médecins délèguent des tâches à d'autres acteurs, et c'est tant mieux, parce que on n'a pas beaucoup de médecins, et ils peuvent le faire. Donc on le fait aussi dans le service médical, pour que nos médecins conseils, on puisse les mettre sur des sujets à plus grande plus-value. Donc c'est vraiment un projet qui est important, et je me permets de le dire, qui est un projet un peu, pardon, je ne trouve pas le terme français, c'est un peu un sujet d'organisation interne, et qui est extrêmement important si on veut être plus efficace en matière de qualité et de pertinence, parce que derrière ce projet, on va pouvoir mettre plusieurs centaines d'agents sur ces politiques publiques-là, plutôt qu'être en back-office, en gestion, parce qu'on va rapprocher les réseaux. Donc je suis tout à fait à la disposition de la Commission des affaires sociales, bien sûr, pour aller plus loin, mais en étant extrêmement attentif, bien sûr, à l'indépendance et au secret médical. Madame la sénatrice Guedes, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les lunettes, le renouvellement des lunettes. On passerait de 2 à 3 ans. Honnêtement, ça serait pas un drame. Ça interroge en fait de façon plus large une demande légitime des organismes complémentaires de réinterroger le contenu du contrat responsable, ce qui prévoit en effet ce renouvellement tous les 2 ans. Est-ce qu'on peut ouvrir un certain nombre de souplesses? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Je crains, sur le transport des personnes handicapées, de vous faire la même réponse que celle que vous avez eue peut-être depuis quelques années. Objectivement, c'est un sujet compliqué. La réalité, c'est que c'est un sujet compliqué dans la réglementation, c'est un sujet compliqué entre les institutions. Je pense qu'il y a en effet des trous dans la raquette sur la prise en charge d'un certain nombre de transports, etc. Après, il faut bien voir jusqu'où va l'assurance maladie et la branche autonomie par rapport à d'autres acteurs aussi. Mais voilà, on est prêt à engager ce travail. Je crains de ne pas aller beaucoup plus loin. Monsieur le sénateur Jomier, d'abord, je me permets de préciser, mais je pense que vous le savez, l'UNOCAM est autour de la table sur les différentes négociations avec les professionnels de santé. Là où je vous rejoins bien volontiers, je pense que c'est le sens de votre propos, c'est que évidemment que quelque part leur place et leur voix se fait plus entendre quand ils sont autour de la table sur le dentaire versus d'autres champs sur lesquels leur part de remboursement est moins importante. Donc je vous rejoins bien volontiers, mais ils sont déjà autour de la table. Et je partage avec vous le fait que je pense, en tout cas, c'est ma position, que maintenir un système assis sur un niveau de couverture élevé qui fait que c'est bien l'assurance maladie qui fixe
le cadre d'intervention des médecins libéraux de ce pays, en tout cas dans la négociation conventionnelle, et pas d'autres acteurs, mais même si, encore une fois, ils sont autour de la table. Et je me félicite qu'ils aient signé du côté d'UNOCAM la convention médicale, là, au mois de juin. Je pense que c'est nécessaire qu'on reste dans un système dans lequel la négociation est à la main de l'assurance maladie. Sur la prévention, au passage, je me permets de le dire aussi, par exemple, nous, on est quand même, on s'investit énormément sur de la prévention opérationnelle. On a monté, ça y est, c'est fait, 6 plateaux d'appel sortants sur le dépistage organisé du cancer. On a déjà appelé depuis le début de l'année 2 millions de personnes, pour les encourager, et voire même prendre des rendez-vous sur le dépistage organisé du cancer, aller chercher le kit du colorectal et sur le cancer du col de l'utérus. Donc la prévention opérationnelle, on l'a fait, si j'ose dire, et j'espère qu'on aura des résultats encourageants à la fin de l'année. Sur la fiscalité, vous m'interrogez, je suis pour ma part extrêmement favorable à ce que des évolutions de la fiscalité comportementale dans ces différentes briques puissent être dynamiques et puissent en effet répondre à un certain nombre de coûts qui sont supportés par l'assurance maladie. C'est le cas du tabac, comme de l'alcool, comme éventuellement d'autres sujets de santé publique. Sur la financiarisation, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. D'abord, oui, merci d'avoir rappelé le rôle que nous avons joué. Je pense que l'observatoire, bien sûr, demain, je peux lancer la création d'un observatoire, mais je pense que ça n'a de sens que si la puissance publique s'en empare et qu'on met autour de la table. Je peux tout à fait inviter le ministère de l'économie, le ministère des Finances, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Mais honnêtement, il y a une nouvelle mission de l'inspection générale qui s'engage pour pouvoir préparer tout ça. Je pense que c'est logique que ce soit l'État qui mette autour de la table tous les acteurs. Et je pense que ça va se faire. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on pousse. Est-ce qu'il faut introduire, j'ai bien lu les propositions du rapport sénatorial sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que ça voudrait dire que d'introduire ce sujet-là dans la négociation. Là où je pense qu'il y a un sujet qui est un peu collatéral de la financiarisation, et qui fait l'objet d'ailleurs, je crois, d'amendements à l'Assemblée sur ce sujet, c'est qu'on soit très attentif, mais je crois que le rapport le porte également, à quelque part l'offre de services, notamment des laboratoires de biologie, mais ça peut être d'autres choses, sur un cahier des charges en matière de maillage territorial, en matière d'accessibilité, en matière d'ouverture, etc. Ça, je pense que ce serait une des façons de dire, il peut y avoir de la concentration, il peut y avoir des regroupements des plateaux techniques, il peut y avoir quelque chose qu'on ne voit pas dans l'industrialisation voilà, mais il doit y avoir le maintien d'un maillage territorial pour les assurés, et puis il doit y avoir une offre de services qui doit rester performante. Je pense que, notamment, une des traductions opérationnelles, je la vois comme ça, mais je suis tout à fait évidemment disponible pour aller plus loin sur ces différents sujets. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Nadia Selegoub. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, on a évoqué, donc ça ira plus bien pour me répondre, plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Sur les dépenses qui ne devraient pas avoir lieu, il y a 3 catégories, si je peux résumer. Il y a la fraude. Donc là, c'est pas difficile. On met les moyens du contrôle et que vous avez d'ailleurs développé. Et là, c'est très simple. En fin d'année, d'ailleurs, vous nous adressez des bilans, le contrôle, et puis on voit même, c'est chiffré, hein, combien d'argent on a récupéré avec les contrôleurs. Donc ça, et puis tout le monde est d'accord, la fraude ne devrait pas exister. Après, il y a cette catégorie des indus qui est un petit peu plus délicate, et en particulier, on a tous pensé à la profession des infirmiers libéraux, parce que eux, comme ils ont une cotation qui est extrêmement complexe, et que parfois les prescripteurs sont pas forcément assez attentifs, donc par négligence. Bon. Et eux, ils prennent cher parce que comme justement leur système de cotation est extrêmement complexe, c'est très facile de gratter et puis d'aller trouver quelque chose qui cloche. Le prescripteur est pas tout à fait attentif et ça fait la double peine sur une profession qui est déjà en souffrance. Donc je voulais attirer votre attention, mais on l'a tous fait plus ou moins, sur cette profession qui parfois le vit très mal. La présidente de l'ordre disait cette manière d'être suspecté, d'être malhonnête, c'est très mal vécu pour des gens qui sont déjà extrêmement débordés. Et puis il y a la dernière catégorie des dépenses qui ne devraient pas avoir lieu, des surprescriptions, des prescriptions non adaptées. Et j'étais très contente que vous évoquiez dès le début les gaspillages sur les pansements. Alors moi, j'avais aucune idée. Vous parlez d'1 milliard d'euros. Je fais une petite remarque à la marge. Je suis présidente d'une association amicale dans mon département avec l'Ukraine. Je récupère des quantités incroyables de pansements qui valent des fortunes. Alors moi, je suis très contente pour les Ukrainiens, mais c'est quand même pas tellement normal que tous les Français payent ça. Alors,
comment on peut faire? Alors, vous avez parlé de sensibiliser les prescripteurs. Bon, après, ils sont débordés aussi. Ils represcrivent tout le temps la même chose. On connaît tous dans notre entourage des personnes âgées qui ont des dizaines de boîtes de Doliprane. Alors, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, dire que les pansements qui ne sont pas entamés puissent être amenés à la pharmacie? Est-ce qu'il faut une campagne de sensibilisation grand public pour dire aux gens que même si tout le monde parle de pénurie de médicaments, on n'a pas besoin d'avoir 40 boîtes de Doliprane chez soi? Enfin bon, vraiment, il y a un chantier qui est à creuser parce que... ou alors, est-ce que c'est parce que les praticiens vont moins chez les patients qu'ils mesurent moins la pile de pansements qui est sur la table de la grand-mère? Enfin bon, en tout cas, il y a quand même un gros chantier. Après, sur le service des praticiens conseils, vous parlez, on a tous un passé d'élus locaux. Alors, l'histoire des redéploiements, réorganisation, optimisation des services, dans les services publics, on sait tous comment ça se termine. On est assez frileux sur le principe de la réorganisation, optimisation des services. Et alors, dernière petite remarque, je pense que je suis vraiment à la marge du PLFSS, mais quand même, je voulais votre avis. On a eu un rapport très intéressant sur l'accès à l'IVG qui nous a été rendu par nos collègues. Et pour l'accès à l'IVG, parfois, il y a besoin d'une grande confidentialité dans les bons de transport, surtout en milieu rural où il n'y a pas de transport collectif pour accéder. Parfois des mineurs, parfois des femmes qui ont un besoin vital de la confidentialité. Est-ce qu'on peut imaginer un bon de transport anonymisé? Parce que dans un département rural, du moment qu'il y a un bon de transport avec le nom et une carte qui parfois et au nom des parents, quand on a affaire à des mineurs, on a un accès très compliqué à l'IVG. Merci pour vous. Merci beaucoup. Anne Suris. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. D'abord, je vais commencer par une note positive. Je me félicite, si j'en crois le rapport chargé produit, que l'assurance maladie soit sur le point de généraliser d'ici la fin 2024 une campagne d'information et de sensibilisation des assurés professionnels de santé pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Je parle de santé environnementale. Mes collègues me connaissent sur le sujet déjà un petit peu, et de généraliser également l'expérimentation zéro phtalate des CPAM de l'Indre et de l'Aisne qui ont été une réussite. J'ai deux questions. Le rapport chargé produit pour 2025 de l'assurance maladie a introduit des enjeux de décarbonation du secteur de la santé et de la santé environnementale. C'est une bonne nouvelle, étant donné le coût pour la sécurité sociale des risques sanitaires liés à l'environnement. Je rappelle que le coût de la seule pollution de l'air pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale était estimé à 3 milliards d'euros par an. Ça avait été évalué d'ailleurs ici par la voix en particulier de Leila Haichi qui avait fait un rapport sur le sujet. Prévenir les maladies liées aux pollutions est une source d'économie majeure. C'est pas à vous, je vais le dire, pour notre modèle de protection sociale. Depuis le second semestre 2024, les CPAM peuvent élaborer des appels à projets pour prévenir les risques de santé environnementale. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier point d'étape de ces appels à projets ? Et deuxième question, je m'interroge sur l'inadéquation entre les objectifs de l'assurance maladie présentés toujours dans Chargé produit et les mesures prévues au PLFSS. L'assurance maladie prend un virage prévention santé environnementale manifeste, mais le PLFSS ne propose aucune mesure de prévention et de santé environnementale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce décalage? Merci. Merci beaucoup. Véronique Guillotin. Oui, merci, je vais aller très vite. Moi, il y a deux petites remarques. On voit qu'il faut redire quand même que la France met en termes de santé, en pourcentage du PIB, une somme importante. Donc, on dépense beaucoup d'argent. C'est quand même bien. Le reste à charge par rapport aux pays, à l'ensemble des pays européens, n'est pas si mauvais que ça. On est plutôt bien classé. Et pour autant, ouais, on a un accès aux soins qui est compliqué. Et on voit qu'on a un système qui n'est pas à l'équilibre. Alors, on a plusieurs manières. Il faut effectivement rechercher toutes les pistes. À mon avis, il n'y a aucune piste à éliminer, que ce soit sur les fraudes, ça a été dit, sur l'efficience des soins. Et je rejoins mes collègues. Alors, Corinne Imbert semblait peut-être être plus modéré, mais moi aussi j'avais cette notion de pansement avec les prestataires en sortie d'hospitalisation, des choses QSP un mois et qui s'accumulaient. Et franchement, je pense qu'il y a une masse d'économies à faire de ce côté-là qui n'impacte même pas le patient, puisque de toute façon, il peut retourner toutes les semaines chercher peut-être ses pansements, y compris sur les médicaments. Mais ça, c'est peut-être plus un problème de manque de médecins généralistes aujourd'hui qui font des ordonnances quelquefois à 2 niveaux. Sur les antibiotiques, vous faites le premier traitement. Si ça ne va pas, vous mettez l'antibio. On prend à la pharmacie, mais c'est de la faute à
entre guillemets à personne. Il y a peut-être des choses quand même à réguler de ce côté-là. Et puis, si on veut, et puis il y a la prévention. Vraiment, la prévention et l'éducation, on n'en a pas parlé ici. Et je crois que l'éducation dès le plus jeune âge sur le fait de prendre soin de sa propre santé, d'avoir des soins au bon moment et vers la bonne personne, sans tout le temps aller peut-être rechercher le médecin généraliste. Et on a à côté de ça un déploiement qui a commencé, mais je pense qu'il faut l'accélérer, et notamment sur les IPA, les assistants médicaux, les infirmières azalées, qui elles vont pouvoir traiter ce sujet-là. Moi, j'ai peut-être une question sur les bons de transport. Est-ce que vous avez imaginé qu'on puisse changer le périmètre du bon de transport, c'est-à-dire rendre le bon de transport qu'on ait une prescription de bon de transport pour la personne qui en a besoin, pas toujours dans le cadre administratif de l'ALD, par exemple. Je veux dire, il y a des gens qui ont des soucis qui méritent un bon de transport, pas toujours d'ailleurs du VSL ou de l'ambulance, et quelquefois il y a des personnes qui sont obligées d'aller en ambulance parce qu'elles ont un plâtre, faire leur séance de kiné, parce que, en gros, c'est pas remboursé si elles sont en VSL. Enfin, il y a des formes de périmètre aujourd'hui qui sont, à mon avis, incohérents et assis sur des règles qui mériteraient peut-être d'être revues. Et enfin, les CPTS et les organisations. On a multiples organisations, CPTS, MSP, qui ont toutes prouvé, avec des gens hyper motivés, qui travaillent beaucoup, qui mettent beaucoup de leur temps. On met également de l'argent public dans ces structures-là. Est-ce qu'on a une vraie évaluation des missions de service public, enfin pas la mission de service public, de la santé publique, enfin, est-ce qu'il y a des objectifs précis, est-ce qu'on répond à ces objectifs qui pourraient effectivement, je pense, améliorer à moyen terme et pas à court terme. Merci bien. Pascale Gruny. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Moi, je suis pas un professionnel de santé. Et donc, ce sont moi des médecins qui m'ont remonté des informations. Et donc, je vous les pose parce que je pense que si c'est multiplié, peut-être c'est des cas très particuliers. En tout cas, le premier, mais ça je l'ai constaté, de plus en plus de médecins ne prennent leurs patients que pour un problème. Donc, le deuxième, vous reviendrez. Et la prévention là-dedans, je pense qu'il n'y a pas de temps. Alors, c'était, ce que je trouve, c'est que c'est de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Avant, c'était anodin. Moi, je connaissais même pas. Mais en tout cas, maintenant, c'est de plus en plus. Ensuite, les médecins, certains médecins, parce que pas tous, parce que finalement, il y en a, je pense, qui sont contents, disent qu'avec les autres rémunérations qui sont données par la sécurité sociale sur les MSP, les TPS, etc., finalement, il y a des médecins qui, aujourd'hui, ne sont plus sur le soin, mais sont sur les missions. Donc, on perd encore du temps médical à ce niveau-là. Et puis, enfin, alors là, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce que c'est très technique, les ROSP. Vous parlez rémunération sur objectif de santé publique. Donc moi, je vais vous donner un exemple. Je vous enverrai les autres qui m'ont été envoyés. C'est sur l'asthme. Donc en fait, sur l'asthme, si vous avez de l'asthme d'allergie, donc saisonnier, en fait, le médecin, il n'a pas du tout intérêt à indiquer que c'est un asthme saisonnier, mais de donner le médicament pour toute l'année, et donc pour un asthme chronique. Non, mais c'est dans le ROSP, en fait. Et en fait, il m'a donné plein de documents, ce médecin, sur les indicateurs qui ne sont pas forcément les bons. Alors, je vous les enverrai, parce que je vous dis, c'est très technique, mais moi, j'ai dû lire au moins 3 fois pour comprendre, et j'ai compris à moitié. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Ah oui, sur les contrôles, moi, je vais vous dire, moi, je connais plutôt les contrôles fiscaux, contrôle de l'URSSAF. Alors, les contrôles fiscaux, franchement, le contrôleur, quand il vient, il n'a pas d'agressivité. L'URSSAF, ils ont fait beaucoup de progrès. Mais a priori, sur les contrôles chez les médecins, ils ressentent qu'ils ont forcément tort. Et moi, j'ai vu des documents, il y a même eu un recours qui a été fait. Bon, il a perdu. Mais en revanche, ça n'était que en fait, des mauvaises interprétations. Puis des mauvaises interprétations parce que c'est compliqué. Donc voilà, je pense que la manière de faire peut parfois être plus pénible que la fin du contrôle. Merci beaucoup. Annie Numéro.
Oui, très rapidement, parce que le temps passe. 2 questions. La première concerne les infirmières libérales qui ont un rôle qui a beaucoup évolué. Elles sont vraiment les piliers de la santé publique sur les territoires, surtout à un moment où les médecins ont déserté certains territoires. Elles font de la prévention. Où en est-on de leur sollicitation et demande de revalorisation des actes compte tenu de l'évolution de leur mission? Ma deuxième question concerne la mise en... est-ce que la CNAM a fait une évaluation de l'utilisation des cabines de téléconsultation qui fleurissent très très nombreuses dans nos territoires, notamment ruraux, tant du point de vue des arrêts de travail que des délivrances de médicaments. Elles sont principalement installées aujourd'hui en pharmacie ou à proximité de centres de santé, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'il y a un contrôle entre guillemets médical, mais on entend encore parler de l'installation dans les gares, etc. Donc, quelle évaluation vous faites et est-ce que c'est vraiment une source d'économie? Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, je redonne la parole à Corinne Imbert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne vais pas être longue. Non, mais ouais. Juste en réaction aux remarques qui ont été faites effectivement sur trop de médicaments chez certains patients ou trop de pansements délivrés. Ça pose toujours la question du prescripteur à un moment donné. Hein. Et il y a peut-être une réflexion à avoir. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les pharmacies. Les prestataires de soins à domicile chargent pas mal la barque, comme on dit. Peut-être une réflexion à avoir, c'est de limiter la prescription de sortie d'hôpital à 7 jours. Parce que, voilà, vous alliez me voilà, mais c'est parfait. Alors voilà, vous voyez, on est d'accord. Non, mais parce que derrière, il y a des acteurs qui sont incontournables et qui sont aujourd'hui pratiquement les seuls à aller au domicile, même s'il y a encore des médecins généralistes qui vont à domicile, ce sont les infirmières. Et en plus, parce que la plaie peut évoluer, parce que voilà, eh bien, c'est elles qui, avec leur droit de prescription, vont pouvoir adapter ce qu'il faut pas comme pansement. Parce que croyez bien que les officinaux sont les premiers à regretter de voir des retours de médicaments ou de pansements. Pour autant, quand on a des retours de pansements, et ça c'est un témoignage, alors ce n'est que le mien, hein, c'est mon modeste témoignage. Notre premier réflexe, c'est les pansements, c'est les de nos infirmières, parce qu'on sait que ça peut les dépanner, donc c'est pas, on les fout pas en l'air. Et pardon d'être un peu grossière. Et que c'est l'équipe officinale qui est toujours choquée. Et je dois reconnaître qu'avec le temps, on a moins de retours parce qu'il y a aussi l'éducation des patients et tous les professionnels de santé, en tout cas, sont motivés pour faire de la pédagogie auprès des patients qui, je pense, sont en âge et dans le contexte budgétaire à bien comprendre l'intérêt général qui est de faire attention. Donc voilà, je voulais atténuer un peu la caricature, mais que limiter la prescription de sortie d'hôpital à 7 jours me paraîtrait intéressante. Monsieur le directeur. Est-ce que je peux me permettre, du coup, Président, de commencer par répondre à Madame la rapporteure, parce que elle rejoint totalement, ou nous rejoignons totalement votre proposition, puisque, là encore, pardon de citer à nouveau ce best-seller, dans le rapport chargé produit, nous avons, autour de la sobriété et de la décarbonation du système de santé, nous avons proposé de limiter la première délivrance de pansements à 7 jours, pour justement que derrière, l'infirmière, qui est souvent celle qui connaît le mieux en réalité ces sujets-là, va prendre le relais et se dire, voilà, est-ce que c'était bien adapté, quelle quantité il faut. Donc vous l'avez évoqué les uns les autres. Donc ça, cette mesure-là, elle est en train d'être travaillée opérationnellement avec les infirmiers, avec les pharmaciens, avec les médecins, avec la haute autorité. Nous, on souhaite pouvoir l'implémenter le plus vite possible. Est-ce qu'on est tous très au clair sur le fait qu'en effet, les armoires, les cabinets d'infirmiers, etc., il est rempli de tas de pansements. Il y a aussi un travail qui s'engage, je le signale, mais pardon, parce que je ne sais plus où on en est précisément, parce que c'est avec le ministère, sur la réutilisation d'un certain nombre de dispositifs médicaux, comme des boîtes de pansements non ouvertes. Il faut faire attention en termes de traçabilité, en termes de sécurité sanitaire, mais il y a sûrement aussi des façons de... Voilà, mais en tous les cas, on est extrêmement motivé là-dessus, donc et sur la mise en œuvre opérationnelle de cette proposition. Peut-être sur... Madame la sénatrice, voilà, fraude indue. Enfin voilà, en tout cas, je vous confirme bien, et je pense que vous le verrez dans les prochaines semaines, hein, sur la traduction opérationnelle, sur une clarification
voilà, qui devrait nous permettre de faire diminuer le nombre d'indus. Ça pourra peut-être toujours exister parce que la réalité, voilà, elle est parfois complexe, mais en tous les cas, on a vraiment un travail très bien engagé avec les syndicats infirmiers et je pense qu'un certain nombre de clarifications qui vont pouvoir s'opérer. Sur la réorganisation du service médical, alors ça me permet vraiment éventuellement de vous rassurer. L'objectif, c'est de renforcer le niveau départemental. Ça n'est pas de régionaliser cette organisation. Pourquoi ? Parce que l'assurance maladie elle est d'abord organisée au niveau départemental, au niveau des caisses primaires, parce que les sujets qu'on a à traiter, ils sont généralement au niveau départemental et infradépartemental. Donc il y a pu avoir des scénarios, y compris dans le rapport de l'IGAS, qui visent à dire, je crois que c'était un peu le sens de votre propos, si je l'ai bien compris, comme d'habitude, on va régionaliser, puis on va faire remonter tout ça dans les grandes villes. Ça n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous proposons, c'est de muscler le niveau départemental. Il y aura toujours un niveau régional, il existe aujourd'hui dans le service médical, c'est un niveau de coordination, mais qui doit rester stratégique, voilà. Mais vraiment, on n'est pas du tout dans une mécanique de régionalisation, on est sur une mécanique, au contraire, de renforcer le niveau départemental, donc je me permets de le signaler. Bien vu votre point sur l'IVG. On est très attentif à ces sujets de confidentialité. D'ailleurs, sur un certain nombre de sujets sur la contraception des mineurs et sur l'IVG, il y a des mécanismes spécifiques pour que dans nos chaînes, on préserve la confidentialité. Peut-être, si vous en êtes d'accord, allez regarder précisément sur les transports, parce que je ne peux pas vous répondre immédiatement, mais comment on traite ce sujet-là, qui est peut-être un peu plus spécifique, compliqué, mais en tout cas, on a bien des procédures selon les types de situations et de médicaments concernés qui visent à préserver l'envoi évidemment, on voit bien, de remboursement ou d'autres choses qui pourraient mettre en difficulté cette confidentialité-là. C'est absolument majeur. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice, d'avoir souligné, si je peux me permettre, en effet, ce virage préventif autour des problématiques santé et environnement, qui, c'est vrai, est un peu nouveau pour l'assurance maladie. Donc, je vous confirme bien, la feuille de route 2024, c'est bien d'avancer sur une action France entière sur les perturbateurs endocriniens. Au-delà de ça, d'aborder les autres sujets autour de la décarbonation. On a par exemple introduit dans la convention médicale un indicateur sur la sobriété des prescriptions d'un certain nombre de classes de médicaments chez les généralistes. On travaille bien sûr avec les transporteurs sanitaires et les hôpitaux sur les transports partagés, parce que c'est honnêtement un très très bon exemple. Je ne suis pas complètement en mesure de vous donner un état à date sur les appels à projets santé-environnement, parce qu'ils sont encore un peu récents, mais tout à fait disponibles dès lors qu'on a un peu plus de visibilité pour voir ce que ça donne. Mais en tous les cas, le réseau est extrêmement mobilisé sur ce sujet-là, et on a approfondi nos relations avec l'ANSES, avec Santé publique France, avec un certain nombre d'acteurs sur aussi un certain nombre d'études. Vous parliez je crois, de l'impact de la pollution de l'air. On est en train, nous, d'essayer d'identifier un certain nombre de champs sur lesquels on pourra davantage mobiliser nos données du SNDS pour pouvoir aller plus loin dans des études nouvelles. Donc, et là aussi, peut-être pour le prochain rapport. Pourquoi il n'y a pas de mesures législatives, je ne sais pas. Peut-être parce que aussi, c'est une série d'actions, pardon de le dire comme ça, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, ne relèvent pas du champ législatif, mais j'espère, je crois que ce PLFSS va s'enrichir de mesures de prévention, je l'évoquais tout à l'heure. Madame la sénatrice Guillotin, sur le périmètre des bons de transport, alors ça rejoint un peu notre débat tout à l'heure sur la prescription renforcée, hein, le fait de pouvoir s'assurer que le transport est justifié, soit parce que la personne est en ALD et qu'elle ne peut pas se déplacer, soit parce qu'il y a une hospitalisation. C'est des choses qu'on doit pouvoir faire vérifier, mais justement, on souhaite pouvoir avoir des leviers complémentaires. Et sur les MSP et les CPTS, mes questions qui ont été posées aussi, voilà, c'est deux sujets très différents, hein. Enfin, les maisons de santé, c'est vraiment des effecteurs de soins, et là-dessus, on va continuer à les soutenir, et la ministre vient de nous adresser des lignes directrices pour une prochaine négociation pour améliorer encore le dispositif conventionnel. Et sur les CPTS, hein, j'ai eu l'occasion de le dire il y a une quinzaine de jours devant la fédération des CPTS, on est en train de passer une étape de maturité sur le maillage territorial de ces maisons, de ces CPTS, pardon. Maintenant, il faut, c'est vrai, qu'elles gagnent en maturité et en action et en résultat, mais je crois, moi, beaucoup à cet échelon territorial d'organisation qui n'existait pas jusque-là, donc on va continuer à les soutenir, mais c'est vrai, avec un dialogue de gestion qui va être de plus en plus exigeant. Madame la sénatrice, alors... en tout cas, je ne sais pas si c'était le sens de votre interrogation, mais je partage avec vous le fait que découper des consultations médicales par motif,
si j'ai bien compris. En tout cas, c'est vrai que c'est pas complètement notre vision des choses. Je ne crois pas que ce soit non plus le sens de la déontologie médicale. Dès lors qu'il y a un patient qui a besoin de prise en charge, il est pris en charge. Et si ça se développe, c'est évidemment un sujet, même si c'est très difficile, bien sûr, à vérifier. On est extrêmement attentif aux conditions dans lesquelles on exerce nos compétences de contrôle vis-à-vis des médecins comme des autres professions de santé, dans le respect du contradictoire, dans le respect de l'échange. Dans l'immense majorité des cas, je crois que ça se passe quand même dans des bonnes conditions. Maintenant, c'est toujours des objets de contrôle parfois délicats, mais qui touchent aussi à la pratique des prescripteurs ou des médecins. Donc c'est parfois un peu délicat, mais ça fait partie de notre mission. Et sur la ROSP, ça tombe bien parce que on l'a totalement transformé dans la convention médicale. On l'a même en gros supprimé à l'horizon 2026 pour la transformer en un mécanisme plus simple de financement de la prévention individuelle par patient. Donc je pense que la complexité que vous avez évoquée, elle va se résoudre d'une manière un peu pardon. Oui, non, mais avec plaisir, bien sûr, pour voilà. Les indicateurs, oui, mais qui sont construits avec les médecins. Hein, les indicateurs là, ils sont vraiment construits avec les syndicats de médecins. On les invente pas nous-mêmes, mais voilà. Et Madame la sénatrice Louérou, alors je pense qu'à un moment ou à un autre, le sujet des infirmiers et infirmières, et le Premier ministre l'a indiqué, le fait de son souhait de relancer les travaux, y compris de propositions de loi sur ce sujet, va revenir. Et sans doute que dès lors que le cadre d'exercice des compétences des infirmiers et des infirmières va s'élargir, on aura l'occasion de rediscuter avec elles des conséquences en termes de rémunération, en partageant avec vous que l'année dernière, nous avons porté des améliorations, notamment sur les indemnités de déplacement, parce que vous l'avez dit les uns les autres, on a besoin des infirmiers au domicile, et qui était une augmentation non négligeable des indemnités de déplacement. Sur les télécabines, je ne suis pas en situation de vous porter une évaluation spécifique, parce que nous ne savons pas différencier dans le système d'information modulo ce qui se passe côté pharmacien, si la téléconsultation a été faite dans une télécabine ou pas. Donc là-dessus, par contre, je confirme, en tout cas, la position de l'assurance maladie et que nous restons très défavorables à l'installation de télécabines dans des lieux qui ne sont pas des lieux de soins. Ça, les supermarchés, les gares, pour moi, ça n'est pas un lieu pertinent pour faire de la téléconsultation. Il vaut mieux le faire, a fortiori, quand il y a un professionnel de santé et dans des lieux de soins. Donc, c'est une position qui reste constante de notre côté. Je redonne pour terminer la parole à notre rapporteur général. Oui, très brièvement, ça fait quelques années que le 100% santé a été mis en place. Est-ce que vous avez fait des évaluations? Est-ce que les cibles finalement ont été atteintes, hein, parce que c'était apporter des soins pour le plus grand nombre, en tout cas les personnes les plus défavorisées. Mais est-ce que vous avez aussi mis en place des vigilances? Parce qu'on a des remontées de terrain, notamment par rapport aux prothésistes dentaires, hein, qui voient des prothèses dentaires qui viennent de Chine, qui viennent de Turquie et qui sont en grave concurrence. Alors, j'allais dire, les lunettes, c'est pareil, qui viennent de Chine, et des opticiens qui nous alertent sur leurs difficultés voilà, pour un chiffre d'affaires qui s'amenuise. Et pour autant, ils sont très présents sur les territoires. Hein, comme j'ai toujours dit, c'est un peu voilà, comme les pharmaciens, on les voit quand même partout, et ils apportent un service de proximité. Donc, il ne faudrait pas les voir voilà, mettre la clé sous la porte les uns après les autres. Et puis, également sur les audioprothèses. Enfin, est-ce que vous avez des vigilances et est-ce que vous avez des chiffres à nous apporter sur ces éléments-là? Merci. Alors, peut-être très rapidement, c'est pas des chiffres immédiatement disponibles, mais les résultats du 100% santé sont quand même été très positifs sur l'audioprothèse et le dentaire, avec quand même une augmentation très significative des patients, des assurés qui ont recours à ces outils, à ces dispositifs médicaux, une diminution des restes à charge. Sur le dentaire, une augmentation très importante de la part des prothèses sans reste à charge. Donc de ce point de vue-là, honnêtement, ça a été un vrai succès en termes d'accès aux soins. Et on pourra, mais c'est généralement la direction de la Sécurité sociale qui consolide ces chiffres pour les ministres, les mettre à jour pour vous les transmettre. Mais ça reste une réforme un peu moins, j'allais dire, marquante sur l'optique, où là, le panier 100% a eu plus de mal à s'imposer pour des raisons diverses. Mais en tout cas, c'est majeur sur l'audioprothèse et sur le dentaire. Nos points de vigilance, nous, les plus importants, ils sont sur des risques de fraude, enfin des risques avérés de fraude sur l'audioprothèse, puisque c'est vrai que cette nouvelle solvabilisation et ce 100% santé fait que il aboutit à des situations d'actes fictifs où en fait on a une fausse ordonnance, on a un faux médecin, on a un faux audioprothésiste et on a quand même des taux élevés
Voilà. Donc, depuis maintenant quelques mois, le réseau de l'assurance maladie est très mobilisé, notamment pour opérer toute une série de vérifications quand on est en tiers payant, qu'il y a bien eu délivrance d'un appareil. Et malheureusement, mais d'ici la fin d'année, on partagera un bilan, on a des taux d'actes fictifs qui sont quand même pas anecdotiques, qui justifient cette présence-là. Je viens de signer avec les audioprothésistes un nouvel avenant qui est un peu un avenant technique, mais qui va nous permettre de sécuriser un certain nombre de flux de facturation pour limiter les risques d'actes fictifs. Donc oui, c'est principalement là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets, mais qui sont un peu moins dans notre champ de compétences autour de la qualité notamment des prothèses qui pourraient venir de différents pays, etc. Mais après, il y a des dispositifs en termes de marquage CE ou autres qui normalement doivent être respectés. Mais c'est principalement ces sujets-là que nous identifions en matière de risque. Merci beaucoup et je clôture par cette dernière intervention notre commission de ce matin. Merci beaucoup. Donc on reprend mardi à 16h30 avec Madame la ministre de l'Emploi.